Oui, alors c'est vrai, la première chose qui s'est passée, c'est que moi, par exemple, j'ai appris à utiliser le mot risque. Nicolas a découvert le mot impact. Donc ça déjà, c'est une acculturation entre nos deux services. C'est vrai qu'on est souvent, on travaille souvent en silo, et donc la CSRD a carrément cassé ça dès le départ, puisqu'il y a un groupe projet qui a été créé et qui a intégré évidemment finance RSE en priorité, en chapeautage de projets, mais toutes les directions métiers ont tout de suite été embarquées, même pour l'analyse de double matérialité, donc même pour la première étape. Et donc, on est tout de suite rentré dans du binôme RSE finance et aussi dans de la transversalité avec tous les métiers. Donc, on a abordé ça comme une nouveauté. En tout cas, pour moi, depuis la RSE, c'était une nouveauté de travailler avec la finance. Mais ça a tout de suite eu un impact sur l'ensemble des directions métiers. Et j'ai envie de dire, du coup, c'est remonté jusqu'au COMEX de façon presque naturelle. Et pour la gouvernance aussi, ça a tout de suite eu un impact positif, en tout cas, pour visibiliser la RSE. Nicolas? Ouais, pour compléter, bonjour à tous. Je dirais que Muriel est venue nous chercher, nous, financiers, sur le sujet. On l'avait en ligne de mire, mais dans un calendrier qui était encore lointain, et on a souvent tendance à regarder les premières priorités et un petit peu s'endormir sur nos lauriers. Donc je dirais que tout d'abord, c'était une prise de conscience finalement que Muriel était déjà sur le sujet, donc c'était un point hyper positif dans la dynamique globale. Et puis, voilà, une prise de conscience de l'effort réglementaire. Au début, on l'a vu comme du réglementaire. On a tout de suite pensé à nos commissaires aux comptes, un réflexe financier traditionnel. Et puis assez rapidement, on l'a vu comme une opportunité finalement. Et c'est surtout ça qu'on a retenu. Vraiment pas une contrainte, mais se dire que eh bien oui, il faut qu'on accélère sur l'extra-financier, il faut qu'on le mette vraiment au cœur de notre pilotage de performance, de notre stratégie d'investissement, etc. Et donc là, ça a vraiment en fait, été l'occasion, à travers l'analyse de double matérialité, de prendre conscience, à travers le travail de cotation, d'évaluation financière des impacts, etc., des risques et opportunités, des sujets qu'il fallait qu'on cartographie, qu'on adresse et qu'on n'avait pas forcément dans le viseur. Et puis aussi se rappeler la raison d'être qu'est le groupe Omnes Éducation et se dire qu'il y avait aussi beaucoup d'opportunités autour de ce sujet-là. Alors, côté entreprise, vous travaillez ensemble. Côté agence, nous travaillons ensemble avec Noël et avec Zeil. Et vous dire, enfin, je vais le dire, hein, que c'est d'abord Noël Boza que vous avez rencontré, fondateur de Zeil. Et Noël, toi, tu avais déjà travaillé depuis quelques années sur comment on fait pour embarquer toute la donnée existante, hein, parce qu'on part pas de zéro. Où est-ce que vous en étiez, vous, Muriel, quand vous avez fait appel à Noël Boza et à Zeil? Oui, alors on n'a peut-être pas fait les choses dans le bon sens, mais on est parti de l'outil, en fait, et c'est là qu'on est entré dans la CSRD. Et en fait, la présentation de l'outil nous a, enfin en tout cas pour ma part, m'a permis tout de suite de structurer une vision des choses un peu plus simple. Parce qu'au départ, hein, c'était quand même maintenant il y a presque un an. Il y a un an, on ne voyait pas les choses de cette façon encore. C'était encore très très flou et ça paraissait vraiment être un monstre, comme tu l'as dit au départ. Mais du coup, l'outil Zeil permettait de visionner, en fait, de visualiser tout de suite les fameux 11 CRS, donc les domaines d'impact, d'une façon claire, avec décliné autour d'objectifs stratégiques, avec tout de suite la clarification des indicateurs et quantitatifs et narratifs. Et donc tout de suite, ça permet à la direction RSE, mais aussi aux acteurs métiers, de comprendre visuellement aussi ce qui se passe. Et c'est vraiment important, hein, parce que si on devait faire lire le texte de la norme à l'ensemble des directions métiers, ce serait impossible. Oh, il n'y a que 260, enfin, ça dépend des versions pages. Mais l'outil structurant est essentiel. Nous, on n'aurait pas aimé autant la CSRD sans l'outil structurant et sans un accompagnement qui le complète, quoi. Je veux dire, on aurait souffert, c'est certain. Ouais. Bon, alors si on a pu déjà éviter des souffrances, c'est formidable. Noël, tu nous présentes Zeil façon CSRD, parce que beaucoup connaissent Zeil et depuis longtemps, hein, sur tout un tas d'autres référentiels. Comment ça s'est passé, là, cette histoire pour vous?
Oui, ben d'abord pour embarquer tous les indicateurs de la CSRD, et puis sur quel terrain s'est fait la rencontre avec Muriel et le groupe Omnes. Alors, Zay, dans 30 secondes, notre avantage majeur, c'est qu'on est capable de centraliser dans un seul outil tous les modèles de reporting du marché. On a dans notre catalogue un module EcoVadis, un module Bicorp, les ISO, les labels, on a la CSRD, on va avoir le carbone, on a vraiment tout au même endroit. Et notre grande valeur ajoutée, c'est qu'on a harmonisé, aligné tous ces référentiels entre eux. Donc je complète la donnée carbone, ça complète la CSRD qui complète mon EcoVadis et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'au démarrage, quand on a commencé à se taper les 300 pages en PDF de texte de loi, on est toujours allé voir est-ce que l'indicateur que demandait la CSRD, on était en mesure de réutiliser un critère déjà existant qui était dans EcoVadis, qui était dans le bilan carbone et ainsi de suite. Et donc, dès novembre 2023, on avait déjà ces modèles CSRD qui étaient prêts à l'emploi et qui étaient connectés avec tout le reste des datas. Ce qui veut dire qu'au moment où on lance une mission avec un client, la première étape, ce n'est pas forcément la double matérialité, c'est plutôt de cartographier toute la data qui existe dans l'entreprise, au niveau du groupe, au niveau des fournisseurs et au niveau des filiales, et on vient importer cette data dans l'environnement de l'entreprise pour que la gap analysis se fasse presque automatiquement. Donc ça complète les données de la CSRD et on voit du jaune quand on ne l'a pas et du vert quand on l'a. Et on a, donc, à l'époque, on le faisait encore beaucoup à la main. Maintenant, on a une IA qui permet de prompter les données de la CSRD et identifier plus facilement quelles sont les données qui existent déjà dans l'entreprise. Et contrairement à une gap analysis Excel, dans lequel on dit juste j'ai pas au niveau du groupe, cette gap analysis, on l'a fait au niveau de l'ensemble de l'architecture de l'entreprise. Donc peut-être qu'une donnée, on l'a uniquement en France, mais pas dans une filiale en Espagne, par exemple. Et on est capable d'avoir ce niveau de détail. Et donc ce qu'on propose, notamment avec Parangon là-dessus, c'est que pendant que le consultant et l'allié fait la double matérialité, qui est un gros travail, qui peut prendre, si on le fait bien, plus de 6 mois, nous, on fait en parallèle la gap analysis, on importe la donnée, et on peut commencer dès le début à la structurer, la collecter et aller la chercher au niveau des sites, au niveau des filiales, pourquoi pas au niveau des fournisseurs. Et quand j'avais rencontré Muriel du coup en top RSE en novembre, ce que j'avais pas mal aimé, c'est qu'il y avait cette volonté du coup de se structurer sur la CSRD, mais tu avais aussi compris qu'il ne fallait pas faire du reporting à la papa, juste compléter un PDF pour le publier, mais que la CSRD, ça allait être indispensable pour rester compétitif sur le marché. Je me souviens d'une discussion qu'on avait eue où, peut-être un rappel, demain, toutes les données de la CSRD vont être comparables et vont être accessibles en open source via les FRAG. 50 000 entreprises en Europe dont les données seront récupérables gratuitement par les Yuka et les Welcome to the Jungle. Donc dans un monde où les enjeux de l'ESG vont s'accélérer, on n'aura pas d'autre choix que d'être les meilleurs dans son secteur sur les sujets E, S et G. Sinon, on perdra les talents, les clients et les investisseurs. Et donc très vite, Muriel a dit, j'ai envie de faire le reporting, mais j'ai envie surtout de me mettre dans une démarche de progression et d'amélioration continue. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous avez choisi Parangon, voilà, qui ne fait pas juste le minimum, mais qui va beaucoup plus loin dans la démarche de transformation. Partage, d'habitude, on est un peu plus mieux servi en micro, mais je cherche désespérément s'il y a un autre micro de réserve. Peut-être que si vous en avez un, alors je vois un signe, mais celui-ci qui est sur le pied. D'accord, je vais aller le récupérer tout à l'heure. Merci Noël. Alors Amélie Foulon, alors là je suis un peu jugée partie, je vais être très transparente puisqu'on travaille ensemble, nous sommes associés. Toi Amélie, tu diriges l'opérationnel, donc au sein des équipes Parangon. Et donc, tu as travaillé aux côtés de Muriel et de Nicolas. Tu m'as fait part tout de suite de ton plaisir de travailler auprès d'un binôme incarné par Muriel et Nicolas et de ce que tu y voyais comme signe aussi de changement et de modification. Tu dis souvent que jusque-là, tu avais l'impression qu'on naviguait un peu entre deux mondes, quoi. Oui, en effet, c'est vrai que, en fait, c'est assez curieux. Les directions financières, jusqu'à présent, en tant qu'agence conseil, c'était les seules directions avec lesquelles nous ne dialoguions pas. On a historiquement beaucoup travaillé avec les directions des achats, les directions IT, les directions RH, évidemment,
mais on ne parlait pas aux directions financières. Nous, on avait un peu cette appréhension d'être perçus uniquement comme étant un centre de coûts. Et l'exercice de la CSRD, oui, c'est comme le disait Muriel, les uns découvrent les impacts et les autres découvrent les risques et les opportunités. Et cette analyse de double matérialité, c'est exactement ce qui s'est produit. Et en effet, je pense qu'il y a eu un plaisir partagé et puis une envie de découvrir finalement l'approche de l'un, l'approche de l'autre. Moi, ce qui m'a beaucoup surprise dans les différents accompagnements que j'ai pu mener, les analyses de double matérialité, c'est une réelle envie de la part des directions financières d'apprendre, de découvrir et de s'acculturer. Et c'est vrai que l'exercice, finalement, permet des belles surprises parce que, certes, on va regarder quels sont les risques et quelque part, heureusement qu'on les regarde, ces risques, parce que ça permet quand même de garantir la durabilité de l'entreprise. Mais ça permet aussi d'identifier des opportunités. Et ces opportunités-là, ce sont des richesses que l'entreprise apporte, ce sont des impacts positifs que l'entreprise apporte. Mais comme elle le fait naturellement, elle n'en prend pas forcément conscience à sa juste valeur. Oui, parce que l'analyse de double matérialité, c'est quand même l'exercice par définition, sauf que ça se traduit sur des cellules Excel, mais c'est bien ce dialogue et les résultats de ce dialogue qu'on va retrouver dans ces cellules Excel. Nicolas, vous êtes directeur de la transformation finance. Moi, je m'arrête un peu là-dessus parce que ce n'est pas anodin. Cet intitulé de transformation finance. Là aussi, ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent. Et ça veut dire quoi, une finance qui se transforme ? Une finance qui... Bon, on n'a pas mangé Amélie déjà, donc je suis content. Non, je dirais que c'est une direction financière qui est en mouvement sur de multiples problématiques. Moi, mon rôle, c'est d'assister l'ensemble des métiers de la direction financière à pouvoir... travailler déjà sur leurs fondamentaux, donc tout ce qui va être amélioration de processus, automatisation, etc., réglementaire. Et donc, en fait, on s'est mis également en mouvement sur la CSRD, puisqu'on a assez rapidement pris conscience que ça allait impacter globalement nos enjeux réglementaires, mais aussi l'accès au capital demain. La rémunération aussi, potentiellement des placements, le regard que les investisseurs vont avoir vis-à-vis du groupe Omnes. Et donc, ça impliquait qu'on soit vraiment, je dirais, business partner avec Muriel sur le sujet et se mettre en mouvement. Mon rôle, c'est de diffuser cette culture auprès de toute la direction financière, auprès de tous les métiers qui... sont un petit peu, entre guillemets, la tête dans le guidon et n'ont pas forcément pris conscience de ces sujets-là. Et mon but, c'est d'essayer d'aider Muriel à faire rentrer ces sujets au sein de la direction financière et utiliser aussi le poids de la direction financière au sein d'une entreprise qui est souvent un poids majeur pour faire rayonner les problématiques RSE au-delà de la CSRD, les problématiques de la durabilité, de la mesure d'impact, de l'extra-financier au-delà peut-être du périmètre actuel. Alors, on a séquencé en 3 temps cet échange. Le deuxième temps, on pourrait l'intituler « Parlez-vous le langage CSRD ». Moi, je vais faire un petit test dans la salle. C'est toujours difficile de savoir où en sont, quel niveau de maturité en sont les participants dans la salle. Je vais faire un petit test CSRD. C'est clair pour tout le monde, pour tous ceux qui sont là. Ouais. Si je dis IRO, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui savent exactement ce que ça veut dire IRO? Donc quasiment quand même une grande... Mais il y a quelques-uns qui ne le savent pas. Et DR, si je vous dis DR... Ok. Alors, Noël, ce langage, il est complexe parce qu'il y a des acronymes. Toi, ta mission, un peu comme la nôtre d'ailleurs, c'est une mission de simplification, beaucoup. Comment fais-tu pour que ZEI, qui est une plateforme, apporte et améliore la lisibilité des choses et ce qu'on doit faire et ce que l'on est amené à faire et comment tu rends ça non seulement visible, mais user-friendly?
Alors, user-friendly sur la CSRD, Oui, autant autant que possible. J'ose le dire. Il y a deux sujets. Il y a les zéros, où les zéros, là, en tant qu'outil, on ne peut pas faire les zéros pour l'entreprise, c'est du jus de cerveau, hein, c'est du conseil. Là, on va plutôt aider, c'est sur la partie data, donc les données, que ce soit narratives ou qu'elles soient semi-narratives ou purement quantitative. Donc, ce qu'on propose un peu par défaut, c'est d'essayer de tout mettre dans le bon ordre et essayer de reformuler un petit peu le langage un peu brut de la CSRD, dans lequel il y a des termes que parfois même les gens qui travaillent dans la finance et l'impact ne comprennent pas, essayer de les retraduire, donner des guides pour les rendre compréhensibles par tout le monde. Et ce qu'on fait constamment, c'est que dès qu'un client nous dit « ça, j'ai pas compris, ça, c'était pas assez clair, ça, j'ai besoin d'un guide », on adapte le contenu, la description pour l'ensemble des clients. Donc c'est en itération continue avec tous les clients pour améliorer et rendre ça plus compréhensible par tout le monde. Ça fonctionne notamment assez bien sur les narratifs et les semi-narratifs. Et sur la partie quantitative, c'est là où c'est plus complexe parce que souvent, la CSRD ne va pas expliciter qu'est-ce qu'il y a derrière un point de données spécifique, comme les ressources qui sont, alors ça ne touche pas Omnes Éducation, mais des ressources qui peuvent être recircularisées par le cycle biologique. Ça, c'est un peu technique. Et donc, ce type de données, on va toujours essayer de créer des dépendances et des calculs, des aides à l'évaluation, pour qu'on ait à répondre qu'à des questions très très simples et que ces données assez simples que je vais compléter puissent déduire une question complète. Par exemple, les consommations d'énergie fossile. Souvent, on se dit, est-ce que le nucléaire, ça en fait partie, ça en fait pas partie? Dans le fossile, on demande combien je consomme de gaz, de fossile, combien je consomme de charbon, d'essence, d'hydrogène à source grise et noire. Et tout ça, ça permet ensuite de déduire des questions plus complexes, histoire que ce soit le plus fluide possible pour les équipes et qu'on n'ait pas besoin d'être expert pour utiliser l'outil et que l'outil permette de devenir expert en l'utilisant. Alors, ce n'est pas encore parfait, il y a encore plein de termes un peu techniques, mais plus on va avoir de retours, plus les gens vont, enfin les clients et vous allez utiliser la CSRD, plus collectivement on va pouvoir améliorer et simplifier un petit peu ces termes un peu bruts. Alors, dans l'apprentissage, il y a aussi la question de la méthode que l'on suit. Amélie, tu peux peut-être dire deux mots de la méthode. Alors, c'est vrai qu'on a cherché aussi pour trouver une méthode la plus adaptée qui soit capable d'absorber la complexité pour la rendre plus digeste pour les entreprises que l'on accompagne. Et cette méthode, elle consiste à planifier et à organiser le travail d'implémentation en interne. Oui, c'est exactement ça. C'est nous ce qu'on observe, et ça a été le cas lors de nos premiers échanges. La première chose que nos interlocuteurs ont besoin de comprendre, c'est combien de temps ça va me prendre. Combien de temps ça va me prendre et combien de temps ça va durer. Donc c'est nous, c'est vrai que on est cabinet de conseil, on est par ailleurs entreprise à mission. Donc, comme le disait Noël tout à l'heure, on fait plutôt de la présomption de matérialité. Donc, on va considérer au premier abord que tout est matériel et puis au fur et à mesure de l'analyse, on va éliminer. Donc, on fait vraiment une introspection assez profonde. Et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment à intégrer nous-mêmes toute cette complexité pour ne mobiliser nos interlocuteurs que là où on a vraiment besoin d'eux, que là où on a besoin de comprendre ce qui existe, ce qui n'existe pas, les process, les politiques déjà existantes, etc., de façon à ce qu'on soit en itération permanente et en progression au fil du processus. Et en fait, cette méthode, elle est issue de notre culture. On embarque sur la CSRD et sur la RSE en donnant envie, et puis surtout en faisant la démonstration que ce n'est pas inatteignable et qu'il y a déjà un terreau au sein de l'entreprise qui est extrêmement intéressant à exploiter. Cette méthode, finalement, on la déploie sur la CSRD et CSRD, RSE, c'est quand même pas si éloigné que ça. Muriel et Nicolas, vous avez appliqué en quelque sorte cette méthode. Est-ce qu'elle vous a convenu? Qu'est-ce qui a été aidant
dans la méthode mise en place pour engager les travaux de la CSRD. Oui, alors juste avant de te répondre, oui, je vais revenir tout à l'heure sur ce que disait Nicolas. Je ne sais pas s'il y a plutôt des directions financières dans la salle ou plutôt des directions RSE. On va demander direction financière, direction RSE. D'accord. Bon. Donc j'ai plein d'alliés. Bon, en fait, vraiment, la CSRD est une vraie chance pour nous parce qu'en fait, en associant la direction financière, tout d'un coup, avec Nicolas, j'ai un allié de taille et vraiment robuste qui permet de faire avancer les sujets RSE. C'est pas pareil quand c'est une direction de près de 100 personnes qui porte les sujets ou la direction RSE qui est souvent un peu moins nombreuse, hein, malheureusement, qui les porte. Donc en fait, voilà, c'est vraiment un atout aussi pour faire avancer tous nos sujets RSE, quels qu'ils soient. Et moi, par exemple, j'utilise la CSRD aujourd'hui pour faire passer des sujets qui ne seraient pas passés. Par exemple, biodiversité, eau. On me dit, ah bah, oui, bon, ah oui, mais ça fait partie quand même des domaines d'impact de la CSRD. Ah d'accord, ok. Donc c'est vraiment un passeport en fait aussi pour avancer sur plein de sujets qui ne sont pas évidents pour les instances de gouvernance ou pour certaines directions métiers. Donc c'est vraiment une chance et il faut y aller, quoi. C'est un vrai levier pour transitionner. Alors, pour répondre sur la méthode, alors ce qui est génial dans la méthode Parangone et portée par Amélie essentiellement avec nous, c'est tous ces moments de coaching. C'est-à-dire que, en fait, comme tout le monde, je pense que vous êtes tous écrasés par les réunions, les Teams qui nous épuisent. Là, ce qui est bien, c'est qu'on cible vraiment la personne sur les indicateurs ou sur le sujet qui l'intéresse uniquement. Donc, c'est que son périmètre. Ça a été pensé en amont. Et du coup, il n'y a pas d'épuisement. On s'occupe de son sujet et on n'est pas convié aux autres réunions. Et par ailleurs, il y a, nous, en ce qui nous concerne, un comité CSRD, un comité projet qui nous permet à certains moments, mais seulement 2 fois par an, on l'a fait que 2 fois par an, de faire le point pour échanger avec tous et que tout le monde soit au même niveau. Et sinon, il y a une coordination projet qui est un peu plus régulière avec Nicolas et moi seulement pour qu'on suive un petit peu l'ensemble. Parce que du coup, nous-mêmes, on n'est pas non plus à toutes les réunions. On ne va pas aux réunions avec, par exemple, des services généraux. On ne va pas aux réunions qui sont suivies par les RH parce que c'est pareil. Sinon, nous aussi, on ne pourrait plus rien faire d'autre. Donc, cette méthode-là, coaching ciblé, pris à l'avance sur un planning prévu à l'avance. Donc moi, je sais que tous les mois, j'ai un point global, que toutes les semaines, si je suis concernée par un point, j'ai un point précis. Je sais que les autres aussi ont leur point de leur côté. Donc voilà, ça nous fait respirer, ça fait en sorte que le projet n'est pas écrasant et que en plus, on voit les résultats, on voit l'avancée du projet se faire. Chacun à son endroit et à sa place et avec ses compétences dans son périmètre. Et ça, c'est bien aussi, quoi. Oui, on peut peut-être... Oui, vas-y, Et ça, c'est clé parce que dans beaucoup d'entreprises, on voit une direction RSE qui se charge presque tout seul à compléter l'ensemble des données. Et en fait, c'est 80% du temps où on remplit des Excel, où on remplit des data. Et si on fait ça, en fait, on n'a pas assez de bande passante pour vraiment progresser sur les enjeux. Et avec la CSRD, encore une fois, ce qui est clé, c'est d'avancer, de s'améliorer, d'optimiser son impact. Et donc, plus on va le diluer à des contributeurs internes qui n'auront pas chacun 300 données, mais 30, plus ils vont pouvoir se mettre des objectifs et rentrer dans une marge de progrès. Donc, diluer au maximum la CSRD dans vos équipes pour que ça soit collectif et que vous puissiez progresser concrètement sur les sujets. Combien sont déjà engagés dans les travaux de la CSRD parmi les participants? D'accord. Combien ont l'intention de s'y engager prochainement? Ok, merci beaucoup. Troisième round de cette discussion. Et après, quand on a absorbé la complexité, quand on s'est doté d'une méthode, quand on s'est doté d'un outil, toi tu dis, Noël, globalement, tout va être beaucoup plus fluide à partir de maintenant. Alors, pas maintenant, tout sera plus fluide dans 2 ans. Dans 2 ans. Là, sur le court terme, la CSRD, ça va être lourd, de manière générale. Ça va être assez lourd parce que ça fait beaucoup d'indicateurs en plus et pour l'instant, le marché ne s'est pas encore aligné à la méthode de la CSRD. EcoVadis a toujours ces questions. Elles ne sont pas liées à la CSRD. Les ISO ne le sont pas encore. Le carbone l'est un petit peu sur le résultat, mais pas sur les datas précises. Les questionnaires de vos clients que vous recevez chaque année sur des Excel, les questions, c'est toujours les leurs qu'ils ont inventées avec leur définition dans un ordre spécifique. Il n'y a pas encore d'uniformisation de la RSE.
Mais la CSRD, c'est un peu le boss final des référentiels RSE. Il inclut tout, c'est bien pensé, c'est structuré, c'est scientifiquement valable. Et donc d'ici 12 à 24 mois, tous les référentiels vont s'harmoniser et converger vers les définitions de la CSRD. On bosse avec l'AFNOR sur l'ISO 26000, avec Impact France, avec plein de modèles qui nous demandent mais comment je peux faire pour adapter mon référentiel pour que la nouvelle version corresponde aux bonnes définitions, histoire d'éviter la double saisie. Si je suis Bicorp, si j'ai un EcoVadis, tout ça s'aligne avec la CSRD aujourd'hui. EcoVadis, oui. Bicorp, je pense qu'ils y pensent, mais comme c'est américain, c'est pas encore certain qu'ils vont tout assimiler de la CSRD. Ouais. Par contre, Lucie réfléchit, l'AFNOR l'a fait, Positive Company a commencé à le faire également. Impact Score d'Impact France le CMI aussi. On bosse aussi avec des fonds d'investissement. Donc BPI France cette année a aligné son référentiel ESG à la CSRD, donc éviter la double saisie. Et de plus en plus de questionnaires clients, on nous demande de les aligner. On bosse avec Hermès pour ces questionnaires fournisseurs, des référentiels de fédérations sectorielles comme la fédération du football professionnel par exemple, qui voulait créer un référentiel RSE pour les clubs, le PSG et l'OM. Et ils nous ont demandé, mais alignez-le le maximum à la CSRD, comme ça en fait on fera une pierre 20 coups, quoi. Et tous ces modèles, d'ici 24 mois, ils vont se centraliser. Donc c'est un gros travail maintenant, pas encore très fluide, mais dans 24 mois, vous n'aurez pas besoin d'avoir d'autres modèles de données. La CSRD suffira pour quasiment tout faire. Muriel, Nicolas, qu'est-ce qui se passe après une analyse de double matérialité? Autrement dit, est-ce que ça vous a permis de déclencher des choses, d'identifier des choses, alors tant du point de vue RSE que du point de vue finance, parce que ce matin, donc, je modérais notamment auprès du C3D et de Serfim une conférence sur le thème de la CSRD comme levier de transformation, et Sébastien Mandron du C3D disait en fait, on n'est déjà plus au reporting. Il parlait de la première vague, évidemment, des grandes entreprises, en l'occurrence déjà soumis à la DPEF. On n'est déjà plus au reporting. Nous, on est en train de se dire, quand les premiers audits vont sortir, quand les premiers rapports vont sortir, on va pouvoir commencer à comparer les mêmes entreprises d'un même secteur. Et là, ce qui va faire la différence, c'est combien d'investissements on met sur quelle trajectoire de transformation. Donc ma question, elle est, est-ce que vous en êtes à définir votre trajectoire de transformation? Est-ce que déjà, en termes de financement et d'investissement, il y a des choses qui bougent dans votre esprit et dans l'esprit des dirigeants? Ouais, je rétropédale juste sur la question d'avant. Je voulais juste apporter mon concours de financier sur l'accompagnement par Angone, puisque moi je dirais que les échanges avec Amélie et l'équipe, c'est des échanges qui ont fait du bien. En fait, dès le début, dans la phase de décollage, on en a fait un sujet d'entreprise et on a tout de suite dit qu'on ne pouvait pas le faire tout seul. On s'est dit c'est beaucoup trop large pour nous, on n'a pas la ressource, il faut mobiliser beaucoup de parties prenantes, il faut les garder animés sur le sujet pendant longtemps, et ça sera que le début, et donc pour ça on ne pouvait pas le faire tout seul. Et puis très rapidement, la deuxième question, c'est quelle sauce on va être mangé? Cette analyse de double matérialité, finalement, ça va être quoi le output? On était finalement pressé de le faire pour savoir un petit peu derrière c'était quoi le chemin à parcourir pour aller vers la cible. Et c'est vrai que c'est des échanges qui ont fait du bien, puisque ça a permis finalement je dirais de sortir un peu du quotidien, de prendre vachement de hauteur sur ce qu'on fait au quotidien, sur notre référentiel finance, sur la manière dont on pilote aujourd'hui l'activité, sur nos critères d'investissement, et se dire, il y a peut-être des choses qu'il faut qu'on complète et qu'on rajoute. J'ai souvenir d'un échange sur le stress hydrique en Catalogne. On est en train d'investir dans des nouveaux campus à Barcelone. Ouais, il faut peut-être qu'on l'anticipe en fait, il faut peut-être qu'on le regarde. Et puis on est en train d'acheter un campus à Toulouse, il faut peut-être qu'on regarde. Donc tout ça, je trouve c'était des échanges hyper intéressants, et l'accompagnement, enfin les échanges avec Amélie, ça m'a permis aussi d'être beaucoup plus acculturé sur les différentes thématiques qui sont dans la CSRD, pour laquelle j'avais assez peu de connaissances. Donc c'est une autre façon mais peut-être Muriel, vous allez répondre à ça, de regarder votre activité, de regarder ce qu'est un campus universitaire, de regarder un territoire. Oui, alors pour répondre à la question, donc qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça... Alors déjà,
Ça permet à la CSRD de boucher les trous de la raquette, de sujets qu'on avait évacués en se disant bon, c'est pas si important. Nous, on est un groupe d'enseignement supérieur, on n'est pas notre produit, enfin notre cœur de métier, c'est pas le pétrole ou la. Enfin bon. Donc on s'est dit bon, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave, mais en fait non, on a ramené on a ramené tout le monde au centre. Par exemple, quand on construit un campus, c'est de l'artificialisation des sols. C'est quand même 40 000 étudiants qui se déplacent. Donc, on a aussi, là aussi, un impact environnemental qu'on avait peut-être un petit peu évacué, qu'on a ramené. Donc, en fait, ça permet déjà de ne laisser personne dehors, en gros, et de boucher, de ne rien oublier et de ramener des sujets au centre, comme la biodiversité, qu'on n'avait pas vraiment identifié comme une priorité et qui l'est devenu. Et d'ailleurs, on développe déjà des projets pilotes maintenant sur nos campus en biodiversité. Donc en fait, la CSRD, elle a permis d'accélérer des sujets très vite. C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler avec vous, on ne parlait pas de biodiversité et quelques mois plus tard, on a déjà 2 projets pilotes en marche sur deux de nos campus. Donc c'est un accélérateur de transformation, c'est évident. Et ça permet aussi de rendre plus robuste notre stratégie RSE. C'est-à-dire que du coup, en bouchant les trous et en apportant des réponses, on est beaucoup plus performant et beaucoup plus complet sur notre stratégie RSE globale groupe. Donc voilà, c'est un accélérateur, un levier. Et ça permet aussi, et ça c'est vraiment essentiel pour les directions RSE, toutes les directions métiers qui sont associées, pendant leur petite séance de coaching, ils sont aussi formés à ce que c'est que l'impact. Ils ne sont pas juste en train de remplir les cases. Il y a aussi un accompagnement pour leur dire pourquoi on le fait, à quoi ça sert, etc. Et du coup, c'est des alliés supplémentaires sur le long terme pour la RSE. Parce qu'on travaillait déjà avec les achats, avec les services généraux, etc. Mais là, ils sont dans un process de long terme. C'est quelque chose qui leur demande aussi du temps, de la réflexion, de l'intégration des sujets impact. Donc, c'est des alliés sur le long terme. Maintenant, il y a des personnes qui sont dans le projet CSRD en fonction des directions métiers, qui viennent me faire des propositions, qui viennent me faire part de suggestions par rapport à leur direction métier et leur fonction sur le plan de la RSE, alors qu'avant, ça n'était jamais le cas. Donc, vraiment, c'est un accélérateur aussi ça multiplie les alliés et des alliés qui vont rester. C'est pas juste, voilà, on fait un projet puis après on oublie. Ils vont rester parce qu'ils sont impliqués sur l'ensemble de la démarche qui est longue pour nous. J'aime bien ça multiplie les alliés. C'est parce que finalement, la CSRD, c'est quand même le prolongement de la RSE. La RSE, c'est de l'amélioration continue. Et plus on s'améliore et plus l'écosystème des parties prenantes s'élargit normalement aussi. Donc j'aime beaucoup cette expression. Nicolas. Ouais, sur le et après, et notamment les engagements financiers, j'ai envie de dire, on n'en est pas encore là. En revanche, l'analyse de double matérialité n'a pas fait naître de risques financiers majeurs a priori sur notre activité. Néanmoins, on a une stratégie RSE Time to Act. On va poser des narratifs dans le cadre de la CSRD et on va devoir être évidemment cohérent dans notre stratégie financière par rapport à la trajectoire qu'on va donner pour construire un case et allouer évidemment de la ressource financière sur le sujet. Je dirais c'est le et après. On va attaquer cette étape-là maintenant. Et dans le après, mais on l'entend aussi dans votre discours, il y a le déploiement de la culture de la même façon qu'il y a le déploiement de la culture RSE, il y a le déploiement de la culture CSRD aussi, ne serait-ce que pour cascader ce que vous représentez, vous, tous les deux, aujourd'hui. Donc, Amélie, le et après, ça passe beaucoup par l'accompagnement au changement et par le vecteur humain, comme d'habitude. Mais oui, exactement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. On se parle de transformation et quand on se parle de transformation, on se parle des hommes et des femmes de l'entreprise. Et c'est ça qui est intéressant dans ce que Muriel décrivait, c'est qu'effectivement, le et après, pour nous, ça se traduit par du coaching des experts métiers, des interlocuteurs qui, au sein de l'entreprise, experts métiers ou experts région, experts sur certains sites, en fait, tout d'un coup, ça devient abordable parce qu'on se voit tous les mois et puis on se fixe des petits objectifs
et chaque mois, on va un cran plus loin. Donc, ce n'est pas une montagne, c'est finalement, on se rend compte que on pivote petit à petit pour intégrer tous les enjeux dans son métier, sur son site. On comprend mieux et donc, oui, ça génère même de l'envie, de la curiosité, des idées. Donc, ça peut même devenir enthousiasmant. On peut lâcher le mot. Noël, toi, tu dis il y a un ROI pour les champions. Si, Oui, ça aussi, oui, tu me l'as dit. Tu ne m'as Alors, pas dit maintenant, hein, mais je vais essayer de le synthétiser de manière assez courte. Mais pour revenir à la raison de ce ROI pour les champions de l'impact dans leur secteur, pour moi, le et après, c'est la transformation du cœur des métiers. Et je vais essayer de résumer ça le plus possible. C'est que jusqu'à maintenant, la RSE, c'était pas héroïste. Il y avait le potentiel pour que ça le soit, mais ça ne l'était pas. La RSE, on avait des stats dans tous les sens qui disaient que côté de la marque employeur, un salarié pas motivé coûte 13 000 € par an et que depuis 2017, le sens et l'impact est passé devant le salaire dans la motivation des salariés. Donc c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a quelque chose qui passe avant l'argent pour motiver les salariés. Donc ok, potentiel de donner du sens et de la mission à mon entreprise. On sait que 2 tiers des jeunes ne veulent pas travailler pour une entreprise qui n'a pas un impact positif. Donc rien qu'en termes de marque employeur, il y a un potentiel héroïste de la RSE qui est dingue. Côté des clients, côté des parts de marché, aujourd'hui, c'est plus de 2 tiers des grands groupes qui mettent des clauses RSE dans les appels d'offres. C'est sûrement plus maintenant. Vous êtes au C3D, donc vous avez sûrement des stats. C'est énorme. Et côté des consommateurs, c'est 89% des Français depuis 2020 qui ont déjà changé d'habitude de consommation pour intégrer un peu plus de RSE et d'impact dans leurs achats. Donc que ce soit côté RH, que ce soit côté part de marché et côté des investissements, parce que c'est plus facile de trouver des investissements auprès de banques, auprès de BPI France ou de fonds d'invest quand on a des données ESG. Et donc, il y a un potentiel héroïste. Mais jusqu'à maintenant, la RSE n'était pas héroïste. Parce que la donnée RSE, elle n'était pas accessible. On avait tous des rapports PDF de 300 pages sur le site web que personne ne va lire. La data RSE était très narrative, beaucoup de blabla, mais pas beaucoup de données chiffrées. Quand il y avait de la donnée chiffrée, ce n'était pas les mêmes par secteur d'activité et on n'imposait pas un modèle. Ce qui veut dire qu'entre deux écoles ou 2 banques, on pouvait parler peut-être de sujets, mais pas avec la même méthode de calcul, pas relativiser. Parfois, on parlait de tonnes de CO2 ou de litres d'eau au global, mais pas ramené à un usage. Litres d'eau par hectare, tonnes de CO2 par produit. Donc la RSE n'était pas comparable, elle n'était pas accessible. Et donc, malgré le potentiel en termes de marque employeur et de différenciation de la concurrence, il n'y avait pas de ROI. Et là, ça change radicalement avec la CSRD. Le premier sujet, c'est en effet les risques et les opportunités qui vont être limités. Donc ça, déjà, c'est financier, c'est pas mal. Mais la donnée dans la CSRD, elle est toujours quantitative, en plus du narratif. Elle est toujours relative, pesticides par hectare, tonnes de CO2 par million d'euros de chiffre d'affaires. Et elle est open source à partir de 2026, quand ça sera accessible dans la base de données de l'EFRAG. Ce qui veut dire que demain, tous les Yucca, les Welcome to the Jungle de la planète, ou en Europe en tout cas, vont aller taper dans ces bases pour donner des comparatifs d'entreprises aux talents et aux clients. Et donc les entreprises qui auront le plus possible amélioré leur impact, qui auront le meilleur résultat en termes de données chiffrées dans leur secteur, vont être celles qui vont gagner des talents, gagner des clients et gagner des investissements bien avant les autres. Et donc la CSRD va faire en sorte que la RSE soit compétitive en utilisant les lois du marché grâce à cette transparence et cette comparabilité. Ceux qui l'ont compris le plus vite seront les premiers à y gagner. Et pour devenir bon sur ces sujets, il ne faut pas simplement réduire ses consommations internes, il faut aussi réfléchir à comment je fais pour que mon produit, mon service ou mon business model ait le meilleur impact possible, parce que c'est ça qu'achètent les clients. Et donc c'est ça qui permettra à mes clients d'améliorer leur propre impact. Héroïste. Muriel et Nicolas, on va vous laisser le mot de conclusion puisque déjà 45 minutes se sont écoulées. Qu'est-ce que vous attendez, vous, si vous attendez quelque chose en termes de retour sur investissement? Première question. 2, est-ce que vous faites partie des futurs champions de la CSRD? Évidemment, oui. Non, Ils ont zaillé par Angone, donc oui. c'est déjà le cas. Non, mais dans l'enseignement supérieur, dans le secteur de l'enseignement supérieur, il y a déjà
d'autres acteurs qui nous contactent pour savoir comment on a fait, comment il faut faire, etc. Donc on est déjà identifiés comme les premiers, ou en tout cas, à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas d'autres gros groupes qui sont dans ce secteur qui sont lancés. Donc oui, déjà, ça va nous faire... c'est un facteur d'attractivité sectoriel. C'est aussi un facteur d'attractivité, comme tu l'expliques, Noël, pour les étudiants qui sont sensibilisés. Ils ne le sont pas tous, malheureusement, mais ceux qui le sont, ils viendront peut-être plus dans nos écoles. Après, le retour sur investissement, pour nous, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire que notre stratégie RSE, elle sera plus structurée, plus connue, plus transversale. Il y aura plus d'appropriation aussi en interne et donc plus de résultats d'impact positif. C'est vrai, en tout cas, en tant que direction RSE, nous, c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on espère obtenir. Hein. Non, mais c'est ce que tu disais dans un échange récent, c'est que l'avantage, la chance qu'on a, c'est qu'on forme 40 000 étudiants tous les ans dans nos écoles. Et donc, on a cet effet multiplicateur aussi de ne pas embarquer uniquement nos parties prenantes, je dirais, salariés, actionnaires, etc., dans l'initiative, mais également nos étudiants, nos partenaires entreprises, et donc faire rayonner les enjeux RSE aussi auprès d'eux, et on forme les citoyens de demain. Donc, voilà. Merci Nicolas et Muriel. Et Noël, un mot de conclusion? Ma dernière phrase était super longue, donc je pense que j'avais tout dit à ce niveau-là. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci beaucoup à vous d'être venus. Bon courage pour tous ceux qui se lancent dans l'aventure. Et vous l'avez compris, on est là pour partager des retours d'expérience. On est là pour vous conseiller, vous accompagner. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur nos stands respectifs. Alors, on est l'un quasiment en face de l'autre, donc 185 et tu donneras ton numéro 183. Il y aura un petit apéro ce soir et d'ailleurs les réjouissances commencent tout à l'heure avec une séance dédicace d'un auteur, Marc Portelsman, pour en finir avec les idées fausses sur le monde du vivant, parce qu'on parle des cellules Excel, mais l'idée c'est aussi de passer des cellules Excel, on parlait de biodiversité, aux cellules du vivant. Donc on accueillera cet écrivain qui est aussi chroniqueur sur France Culture, et puis ensuite apéro offert sur le stand de Zeil, sur le nôtre aussi, mais surtout sur le tien, non, c'est ça? Sur les deux, ça va déborder. Merci beaucoup à toutes et à tous et très bonne poursuite de salon. Au revoir.